Bonjour et bienvenue au premier sommet sur l'engagement sociétal des entreprises, de leurs partenaires et de leurs parties prenantes entre l'Afrique, la France et l'Europe. 2 jours, les 7 et 8 juillet, destinés à fédérer les communautés, les acteurs publics, privés, société civile, à débattre des enjeux et des solutions qui peuvent être portées. Un débat et des enjeux en multi-géolocalisé. Sur différentes villes. Je suis Pierre Samuel Guedj, j'anime la communauté Africa Mutandi et à mes côtés, 2 membres de cette communauté, Denis Deschamps et Ronan Dantec, à qui je laisse la parole pour qu'ils puissent se présenter et présenter leur organisation. Denis. Denis. Bonjour, je suis Denis Deschamps. Je suis le délégué général de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Je parle au nom de mon président, Mounir Mouakar, qui est malheureusement retenu par d'autres obligations. Il participe en ce moment à des rencontres d'affaires entre entreprises africaines et entreprises européennes. Donc, il n'a pas pu se libérer, mais je peux au moins vous présenter la CPCCAF, qui est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. C'est une organisation de type association qui a été créée en 1973 par les présidents Pompidou, Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny, et qui a pour objet de renforcer la coopération économique, la francophonie économique de faire les ponts entre la francophonie et l'Afrique. C'est un réseau international qui regroupe 130 chambres consulaires, c'est-à-dire des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture, dans plus de 30 pays francophones, dont 26 pays africains. Merci Denis. Ronan ? Oui, bonjour à tous. Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique et président de l'ONG internationale Climate Change. Climate Change, dans la galaxie de toutes les ONG qui se mobilisent aujourd'hui sur les enjeux climatiques, c'est une ONG assez spécifique puisque c'est une ONG qui cherche à travailler sur la création d'un environnement favorable à l'action. Et pour cela, essayer de rassembler la diversité des acteurs dans un réseau unique. Et ça recroise évidemment le réseau qu'anime Pierre Samuel. Avoir un travail en commun entre tous ceux qui portent l'action climat, et notamment en Afrique où on est très implanté, collectivités, entreprises, ONG, en lien évidemment avec les cadres des politiques nationales. Et ce réseau, d'ailleurs, se donne rendez-vous mi-septembre à Dakar pour le prochain Climate Change Afrique, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci. Cette séquence d'ouverture va se faire en effet par une série d'interventions en distanciel donc, et en keynote enregistrée que nous allons vous présenter et vous lancer sous peu. Et nous aurons ainsi l'occasion d'entendre toute une série de parties prenantes engagées sur les enjeux du développement durable en Afrique comme en Europe et dans le monde. Avec la volonté de coordonner et d'animer finalement le même esprit qui est porté par l'ODD 17, celui des partenariats. Je vais demander maintenant le lancement de la première série de keynotes d'introduction de ce premier sommet sur l'engagement sociétal. Bonjour à tous, je suis Fabrice Bonifay, le directeur de développement durable du groupe Bouygues, et très heureux de participer à ce keynote ce matin pour introduire les travaux à venir. Ce que je voudrais vous dire sur le partenariat entre les différentes composantes du développement en Afrique, c'est surtout que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs que ce qu'on a fait dans nos propres pays en Occident pendant des décennies, c'est-à-dire sans avoir conscience des limites planétaires et avoir un développement complètement schizophrénique.
et porté sur des modèles constructifs, des modèles d'infrastructure et des modèles de consommation qui sont clairement pas compatibles avec les enjeux de long terme. Alors, se développer en prenant en compte ces enjeux, ça veut dire revoir tout, revoir les modes de partenariat, revoir les modes de production et aussi réenchanter en fait un certain discours du développement tel qu'on puisse l'espérer donc pour les décennies à venir. Ça veut dire introduire des nouvelles façons de concevoir le futur avec des infrastructures qui vont être ultra résilientes, véritablement durables, réparables, avec des modèles de commercialisation qui seront basés beaucoup plus sur la location que sur la possession et avoir aussi une approche ultra low-tech. Car on sait que une approche trop technocentrée ou le technosolutionnisme pour nos développements prochains nous mèneront directement au dépôt de bilan de la planète, compte tenu de l'utilisation massive des ressources avec ce type d'approche. Alors, les grands enjeux pour l'Afrique, on les connaît, c'est l'électrification, c'est la ressource en eau, c'est l'accès à l'éducation, qui sont vraiment des trois piliers de ce que doit être un développement dans tous les pays africains. Et heureusement, il existe des modèles constructifs aujourd'hui qui permettront de faire ça sans trop aggraver le problème de l'urgence climatique, notamment en utilisant des matériaux locaux, en utilisant des techniques de réemploi massif des matériaux in situ, en introduisant les ENR au bon endroit et si possible intégrés aux infrastructures et en ayant aussi parallèlement à ces modes de développement un accent qui sera mené sur l'éducation des jeunes pour leur permettre d'acquérir les compétences dans l'éco-conception, dans la frugalité, dans le low-tech, car c'est ce qui permettra demain d'avoir un développement harmonieux sur l'ensemble des pays qui composent ce continent. Donc pour arriver à faire ça, il va falloir qu'on collabore beaucoup plus entre les apporteurs de solutions et ceux qui les implémentent in situ. Et il va falloir bien entendu que nous arrivions à trouver des KPI qui permettront d'attester des progrès. Et les seuls KPI aujourd'hui qui sont tenables à l'horizon 2030-2050, c'est la neutralité carbone qui doit être le driver principal donc de ce qu'on doit pouvoir démontrer en fait aux parties prenantes. Donc il n'y a pas d'autre choix que d'arriver à un mode de développement neutre en carbone. Ça doit être le premier critère d'éligibilité des projets qui seront décidés, car si on n'arrive pas en fait à faire un développement sans carbone et à mettre en place une prospérité sans carbone, eh bien on va au devant de désillusions à la hauteur de nos illusions, car le changement climatique qui est en cours aujourd'hui touchera prioritairement les plus pauvres. Et il est urgent de ne pas laisser croire qu'un mode de développement à l'occidental est complètement duplicable à l'identique en Afrique. C'est pas vrai. Donc il faut réinventer en Afrique et ce qu'on devra faire en Europe le plus vite possible, c'est-à-dire un mode de développement basé sur la frugalité et la sobriété. Alors je souhaite un bon sommet à tous et je tiens à indiquer que le Collège des directeurs de développement durable, qui regroupe plus de 200 membres à ce jour, soutient en fait cette initiative de rencontre en fait entre différents acteurs pour promouvoir un modèle de développement compatible avec les enjeux de long terme entre les acteurs publics, privés et en particulier sur le continent africain. Et on aura à cœur de participer le moment venu aux débats qui auront lieu pendant ce sommet. Merci. Bonjour à tous, je suis honoré aujourd'hui de participer au sommet de l'engagement sociétal des entreprises et désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, mais uniquement par vidéo. Je remercie Affectio Mutandis pour cette invitation qui me donne l'occasion de partager avec vous ma vision des enjeux de développement durable, particulièrement en Afrique, et le rôle de la finance pour atteindre les objectifs de développement durable, les fameux ODD.
Donc j'aimerais insister sur le rôle clé de ces objectifs internationaux pour guider nos travaux. En tant que président de Finance for Tomorrow, l'association française de promotion de la finance durable au sein de Paris Europlace, nous rassemblons 90 institutions financières autour de valeurs communes, afin d'orienter les flux financiers pour atteindre les ODD et plus largement les objectifs de l'accord de Paris. Dans le cadre de nos travaux, nous réalisons à quel point le partage, la multiplication des points de vue et des prismes d'analyse sont essentiels pour faire émerger des solutions communes face aux défis environnementaux sans précédent auxquels nous devons faire face. Cet esprit de coopération n'est possible que sur la base d'un langage commun. Il est donc essentiel que nous puissions nous comprendre en tant qu'acteurs financiers, industriels, acteurs publics et scientifiques. C'est en ce sens que les partenariats publics-privés sont clés. Ils créent une relation de confiance indispensable à la résolution des défis économiques, techniques et sociaux liés à l'émergence d'infrastructures durables et de projets économiques verts pour une société plus résiliente. C'est aussi en cela que les ODD nous sont si utiles. Ils fixent un cap collectif, accompagné de 169 cibles chiffrées qui servent de boussole pour notre action et de langage commun. Vous les connaissez aussi bien que moi, les 17 et sur l'horizon 2030. J'aimerais vous parler plus spécifiquement de deux thématiques d'investissement qui semblent primordiales en Afrique aujourd'hui. La première thématique est celle de l'adaptation. Sans jamais remettre en cause la nécessité d'atténuer le changement climatique, il apparaît clairement désormais que l'avenir dépendra de notre capacité à préparer dès aujourd'hui l'évolution des modes de vie des citoyens dans le monde entier et particulièrement en Afrique. La deuxième thématique est celle de la ville durable. Nous avons nous-mêmes développé chez Meridiam un fonds dédié à la résilience urbaine pour traiter ce sujet d'avenir. En premier lieu, nous devons atténuer la séparation entre la ville et la nature. La ville doit se reconnecter à son sol, à la biodiversité, aux végétaux. Sinon, nous aurons des villes invivables, véritables îlots de chaleur embouteillés et à la merci des catastrophes climatiques. Or, concevoir une ville durable est un travail de longue haleine qui demande de planifier les transports, notamment les transports en commun décarbonés, la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique, la préservation des ressources en eau notamment, et bien d'autres choses. Ces investissements sont majeurs et potentiellement coûteux. Ils doivent donc bénéficier à tous. La ville durable, c'est aussi une ville inclusive qui lutte contre la ségrégation géographique qui doit permettre une insertion par l'emploi et la vie associative de tous les citoyens. Ces thématiques, comme vous le voyez, me semblent des conditions nécessaires pour un développement durable et je suis heureux de savoir que les institutions internationales majeures telles que la Banque européenne d'investissement ou le Fonds vert pour le climat se tournent vers ces thématiques et s'y intéressent fortement. En Afrique, évidemment, ce sont des sujets primordiaux. Les effets du changement climatique y seront plus forts qu'ailleurs entre les tropiques et la population urbaine est appelée à y croître exponentiellement dans les futures années. À l'approche de la COP 26, j'aimerais souligner l'importance qu'ont à mes yeux les engagements des acteurs financiers privés, la révision des contributions nationales déterminées, mais aussi l'importance du prix et d'une trajectoire du carbone qui peuvent être un mécanisme puissant de redistribution de la valeur en faveur des projets durables. Si nous voulons réaliser les objectifs de développement durable, les acteurs financiers doivent prendre conscience et mesurer l'impact de leur politique d'investissement. Ainsi, notre message en tant que Finance for Tomorrow à l'approche de la COP 26 sera tourné vers la finance à impact. Il s'agit de créer aujourd'hui les conditions économiques qui nous permettront d'investir
dans des projets durables de demain, dans le monde entier, d'en mesurer l'impact et surtout d'orienter nos financements vers ceux qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable. C'est une demande de la société et c'est un changement majeur. Les acteurs financiers français sont prêts à passer ce cap pour soutenir le développement durable. Je peux vous le confirmer. Notre groupe de travail de place est au cœur de l'attention financière et politique. Et nous tâcherons de consolider une vision française pour la porter fortement à la COP26 et à l'international. Je vous souhaite maintenant un excellent événement et je vous remercie de m'y avoir invité. À bientôt. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Pierre-Samuel Gage pour son invitation. C'est un honneur pour moi de représenter la Banque européenne d'investissement au sommet sur l'engagement sociétal des entreprises. Ce sommet aborde des thèmes fondamentaux pour qu'ensemble, l'Afrique, la France et l'Europe, nous puissions atteindre les objectifs du développement durable. L'Afrique est le voisin de l'Europe et un partenaire dynamique sur le plan économique, indispensable pour construire un avenir mondial durable. Depuis des décennies, la BEI, la Banque de l'Union européenne, contribue à renforcer le partenariat entre les deux continents. Au cours des 10 dernières années, les financements en dehors de l'Union européenne se sont élevés à 78 milliards d'euros, dont un tiers en Afrique. Nous mettons en œuvre les politiques de l'Union européenne qui visent à lutter contre la dégradation du climat, réduire la pauvreté et accroître la croissance durable et la sécurité en Afrique par le biais de financements à long terme, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. En 2020, nous avons signé 5 milliards d'euros de prêts pour 60 projets en Afrique et 71% de notre financement en Afrique subsaharienne en 2020 a bénéficié aux États fragiles ou aux pays les moins développés. Une chose est claire, pour pouvoir lutter contre la pandémie et pour reconstruire, il faut s'engager à l'échelle mondiale. Personne n'est en sécurité tant que chacun n'est pas en sécurité. Les institutions internationales, les entreprises, les gouvernements, les bailleurs de fonds doivent travailler tous ensemble. Jamais les partenariats n'ont été aussi importants. En effet, la réponse de l'Union européenne Team Europe à la pandémie a montré qu'en travaillant avec d'autres, nous pouvons trouver des solutions pour aider et sauver des millions de personnes. Et je pense en particulier au programme COVAX, qui vise à garantir un accès juste et équitable aux vaccins pour 1 milliard de personnes dans le monde. Les vaccins sont maintenant distribués grâce au travail de Gavi, de l'Alliance mondiale pour les vaccins, du CEPI et de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi grâce à la contribution importante des États membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et de la BEI. Nous devons maintenant aussi appliquer ces leçons et cet esprit de collaboration au changement climatique, la plus grande menace que l'humanité ait à affronter aujourd'hui. Le changement climatique intensifie de toute évidence les défis de l'Afrique. L'Afrique souffre de l'impact du changement climatique. Vous savez que c'est le continent qui est le plus impacté par le changement climatique, alors que c'est celui qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Grâce au niveau relativement faible de son industrialisation, l'Afrique pourrait toutefois directement s'engager dans un avenir plus vert et digital. Avec ses partenaires africains, européens et internationaux, la BEI finance déjà des projets qui aideront le continent africain à investir dans les énergies renouvelables, à construire des infrastructures résistantes au climat et à garantir l'accès aux ressources naturelles et à protéger l'environnement. Par exemple, en Gambie, avec la Commission européenne et la Banque mondiale, nous soutenons un programme qui fournit de l'énergie solaire hors réseau aux établissements de santé ruraux et aux écoles dans le pays. Nous participons également au programme Kulima de la Commission européenne qui vise à accroître la productivité, les sources de revenus et la diversification de l'agriculture au Malawi grâce à des technologies agricoles intelligentes sur le plan climatique. Enfin, nous sommes partenaires d'initiatives telles que Désiré, Renew Africa, Desert to Power, visant à accélérer l'adoption de solutions énergétiques durables innovantes en Afrique. En tant que Banque climatique de l'Union européenne, nous nous sommes engagés à porter l'action climatique à 50% de nos opérations totales d'ici 2025, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne. En outre,
Depuis cette année, 100% de nos activités sont alignées sur les accords de Paris. Nous voulons que, en Afrique comme ailleurs, cette croissance verte soit inclusive et juste, en élargissant l'accès aux biens de base tels que l'énergie propre, l'eau, la mobilité, ainsi que l'éducation et les soins de santé, afin d'assurer l'égalité des chances pour tous. Pour garantir que le groupe BEI soutienne le développement durable et inclusif, nous appliquons une politique et des normes environnementales et sociales pour nos activités et projets partout où nous finançons dans le monde. Il traite notamment du respect, de la promotion des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de l'héritage culturel et de la préservation de l'environnement et des écosystèmes. Nous avons également développé une stratégie et un plan d'action spécifique pour l'égalité entre les sexes et l'autonomisation économique des femmes. Notre initiative, par exemple, She Invest, vise à mobiliser 2 milliards d'euros pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique et nous avons une participation au 2X Challenge qui s'inscrivent évidemment dans ce cadre. Nous améliorons continuellement ces normes en fonction de l'évolution des connaissances et de l'expérience que nous partageons avec nos partenaires, notamment d'autres banques de développement, des représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales, des associations professionnelles et d'autres acteurs socio-économiques. Une consultation publique est actuellement en cours sur la politique et les normes de durabilité environnementale et sociale du groupe BEI et nous vous invitons à donner votre avis sur ces questions importantes. Pour conclure, je dirais que je souhaite que ces 2 jours de sommet permettent des échanges fructueux et de partager les bonnes pratiques de chacun afin de s'inspirer de ce qui marche en Afrique, en Europe, pour que tous ensemble, nous puissions atteindre les objectifs de développement durable. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent sommet à tous. Voilà, parfait. Nous avons entendu justement l'approche et les engagements, notamment des acteurs économiques et financiers français et européens. La place financière de Paris, qui est un grand levier, la BEI, qui est un grand acteur. On a vu quelles sont leurs perceptions, leur grille de lecture sur les premiers enjeux à aborder. La question du climat, bien évidemment, la question du développement, la question des droits de l'homme. C'est un ensemble de points sur lesquels les acteurs sont particulièrement attentifs, ainsi que la recherche d'impact, qui est véritablement le nouveau maître mot qui doit guider vers les objectifs de développement durable. Je vais proposer maintenant à Denis et à Ronan de partager avec nous justement cette vision, leur vision, les initiatives et les attentes qu'ils ont pour aller plus vite et plus loin sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Je vais commencer par Ronan, s'il en est d'accord, avec son temps d'expression et d'allocution keynote de quelques minutes, puisque je sais qu'il n'aime pas beaucoup parler. Merci. Moi, je crois que ce sommet vient à point nommé et dans un moment, nous l'espérons, de reprise du développement sur le continent africain après une crise du Covid, qui, il faut quand même le dire, a aussi très fortement impacté les économies africaines. Nous espérons en sortir, mais nous savons que cette crise est quand même encore toujours là. Moi, je pense que la question de l'engagement des entreprises aujourd'hui, de l'engagement sociétal, est d'abord une question, parce qu'on parle du monde de l'entreprise, de la répartition de la plus-value. Je ne parlerai pas d'abord de climat, mais plutôt d'abord de plus-value. Je crois qu'il y a 2 mutations en cours et sur lesquelles le monde économique doit s'engager. D'abord, il y a évidemment un enjeu de plus-value forte sur le fait que l'Afrique, producteur de matières premières, doit devenir, et c'est quand même en cours dans beaucoup de pays africains, de plus en plus aussi une économie de transformation. On en parle pour le secteur minier qui exporte beaucoup de produits bruts. Demain, la logique, y compris par rapport à des contraintes de régulation liées au climat et au carbone, on va y revenir, cette plus-value
de production sera de plus en plus, je le pense, sur le continent africain. Mais cette production, à partir de là, et c'est le premier enjeu, devra justement être totalement compatible avec les nouveaux standards climatiques. Il ne s'agit pas évidemment d'exporter les entreprises les plus émettrices de CO2 sur des continents qui seraient moins régulés dans les échanges internationaux que par exemple ce qui se dessine quand même, qui est demain des marchés carbone entre les économies chinoises, américaines, européennes. Donc je pense qu'on a déjà un enjeu de faire en sorte que l'arrivée d'entreprises qui feront de la plus-value en Afrique se fasse sur les nouveaux standards environnementaux d'impact carbone, mais aussi sur les autres impacts environnementaux. La pollution de l'eau, par exemple, est aussi un des grands enjeux environnementaux. Le cas du textile, par exemple, le montre. Le dernier rapport de l'Observatoire Climate Change insistait sur ce point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avec mon expérience longue des négociations climatiques, mais aussi de l'acceptabilité des cadres contraignants climat, y compris dans la société française, qui est un exemple des difficultés de mise en œuvre. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'efforts sur le climat s'il n'y a pas renforcement de la cohésion sociale. Et que quand on parle ODD, ça a été un petit peu dit dans les interventions précédentes, la question sociale est clé. On fait d'autant plus d'efforts sur les grands enjeux environnementaux mondiaux dont on n'est qu'une petite part chacun de la responsabilité globale, qu'on est dans un cadre de renforcement de la cohésion sociale. Et je pense que ce développement économique, y compris industriel en Afrique qui est devant nous, doit se faire sur des cadres sociaux fortement améliorés. Ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Ces entreprises qui vont se développer doivent être des lieux de création de nouveaux standards pour les travailleurs africains, d'expérimentation d'une démocratie sociale, un lieu clé, et ça a été souligné précédemment, d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un enjeu majeur. Et donc, tous ces enjeux sont vraiment au cœur du sujet. Donc moi, évidemment, il va falloir tenir compte des enjeux climat. Évidemment, il va falloir rentrer dans des logiques d'économie circulaire, y compris à l'échelle du continent africain, parce que les matières premières sont rares. On le voit aujourd'hui avec la question du bois, dont on ne mesure pas encore tout à fait l'impact sur l'exploitation des forêts avec la flambée des prix, notamment sur le continent américain. Donc, une économie circulaire, une économie de plus en plus économe de la matière et évidemment soucieuse de l'impact des extractions, mais aussi, et à partir de là, une économie qui apparaît comme étant un plus en termes social et en termes de développement. Moi, je crois que c'est sur ce cadre-là qu'il faut intervenir en ayant, et j'en finirai là, ce message assez simple finalement qui est de dire on ne fera pas les efforts nécessaires sur le climat. Et l'Afrique est un des continents de régulation du système mondial climatique si on n'arrive pas en même temps avec des offres de renforcement du bien-être et de la cohésion sociale. Merci, merci Ronan, très, très clair et toujours très engagé hein, depuis des décennies. Hein, c'est malheureux à dire, mais voilà, mais c'est quel plaisir de te retrouver 9 ans après Rio+20, quasiment jour pour jour, puisque nous étions à Rio sur ce temps fort il y a maintenant 9 ans. Denis, de la même manière, ta vision sur ces enjeux et les initiatives que tu portes, c'est le temps de l'expression, c'est même le temps de l'advocacy positive. Peux-tu bien justement partager avec nous cette dimension plus positive que tu portes, toi aussi, en tant que fédérateur des acteurs économiques, avec toujours une recherche d'impact et des initiatives toujours plus positives. Oui, tout d'abord, je voudrais te remercier, je voudrais remercier l'ensemble des participants et je remercie cette initiative qui nous permet, de rencontrer des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas au quotidien, qu'il s'agisse de Meridiam, de la BEI ou d'autres acteurs, parce que somme toute, comme tu dis, nous sommes une organisation qui fédère des acteurs, mais des acteurs qui sont des organisations dites intermédiaires et qui sont des acteurs de proximité, des acteurs de terrain, des acteurs de base. Et je pense que parmi les ODD, il y a aussi l'implication et le partenariat avec les acteurs de base et l'implication de ces acteurs de base
dans les actions qui doivent être menées. Je suis très heureux que, que Renan Dantec, en tant que sénateur de Loire-Atlantique, soit parmi nous aussi, parce que parmi les acteurs que nous fédérons, il y a des chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie de Nantes, de Nantes-Saint-Nazaire, il y a aussi la chambre de métiers et d'artisanat des Pays de Loire. Je pense que le Loire-Atlantique fait partie des Pays de Loire, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais qui interviennent sur le terrain, qu'il s'agisse d'actions qui sont menées au Congo, qu'il s'agisse d'actions qui sont menées au Mali, au Niger, au Cameroun. Ce sont des actions de coopération pour le développement et que nous menons là, et qui permettent aussi, et ça c'est une chose importante, de renforcer l'intimité, des liens d'intimité, les liens de proximité entre des territoires distants. Grâce à des actions des acteurs que sont de nos organisations intermédiaires, nous renforçons les liens d'intimité entre des territoires distants et des liens économiques qui contribuent au développement. Nos organisations intermédiaires, les organisations intermédiaires que nous fédérons et que nous animons, sont en contact quotidien des entreprises et des entreprises africaines. Et je peux vous assurer que les entreprises, y compris les entreprises africaines, elles sont elles aussi de plus en plus marquées par les questions des ODD, comme nous pouvons le constater dans le cadre du baromètre des entreprises africaines que nous organisons chaque année depuis 1973. C'est une préoccupation qui monte progressivement au sein des entreprises africaines. Il y a 10 000 entreprises qui répondent chaque année à ce baromètre, un peu moins cette année, l'année dernière, compte tenu de la crise du Covid, mais il y a cette préoccupation qu'on sent bien montante et un message fort qui est souvent notre continent africain est le continent qui le subit le plus les désagréments de la pollution, et c'est celui qui n'est pas le plus pollueur à l'origine. Donc, il y a un véritable engagement sociétal des entreprises africaines, en lien avec les entreprises européennes et francophones avec lesquelles nous travaillons, et pour aller dans le sens de la relance africaine, de la reprise africaine, et nous voulons que cette reprise et cette relance africaine se fassent en fonction des enjeux et des enjeux environnementaux, sociétaux que vous avez pu évoquer. Les enjeux, ce sont ceux qui sont rappelés en particulier par la Commission européenne récemment. Nous intervenons par exemple dans le domaine de la formation professionnelle entrepreneuriale au travers du programme Archipelago, mais c'est de la formation qui s'adresse d'abord aux jeunes, qui s'adresse d'abord aux femmes, et qui a pour objectif aussi de contribuer au renforcement des chaînes de valeur. C'est-à-dire, comme l'a dit Renan Dantec, l'un des problèmes majeurs de l'Afrique, c'est qu'ils ils ont des produits, mais qui ne transforment pas. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent transformer les produits et participer un peu plus au partage de la valeur ajoutée, en fait, que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes, en faisant cela et en renforçant très sincèrement la transformation locale de produits, nous sommes persuadés que nous assurons aussi des actions vers la transition économique et écologique et numérique. Nous veillons aussi, en se faisant, et quand je parle de formation, à faire en sorte que les entrepreneurs intègrent dans leur stratégie les objectifs du développement durable et les questions d'économie circulaire et sociétale. Nous avons organisé récemment, en lien avec un de nos partenaires, qui est la Société d'encouragement pour la promotion de l'industrie nationale, une formation qui s'adresse aux entrepreneurs africains et qui était sur comment formaliser ou élaborer votre business plan, votre modèle d'affaires, en y intégrant les objectifs du développement durable et pour faire en sorte que les financeurs, les institutions financières, les institutions bancaires puissent mieux les recevoir et les soutenir. Alors, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, qu'il n'y a pas que les entreprises, les entrepreneurs et ceux qui les accompagnent qui doivent être formés. Je pense que les institutions financières qui sont sur le continent africain doivent aussi être formées pour pouvoir mieux recevoir les dossiers et mieux intégrer les dossiers qui correspondent aux objectifs du développement durable. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je te remercie
Pierre Samuel, pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Merci Denis. Encore un partage de vision et puis d'action, d'initiative, en effet, notamment avec ce programme Archipelago, très très opérationnel sur les différents pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, je pense probablement en développement ensuite sur l'Afrique centrale, avec des partenaires, puisque il est aussi mis en œuvre avec le CIAD, le Conseil français des investisseurs en Afrique, avec Entrepreneurs du Monde, avec Simplon, avec différents acteurs qui sont notamment membres de cette communauté Africa Mutandi qui porte justement ces objectifs de développement durable et la valorisation et l'émulation autour des initiatives ayant des impacts positifs sur le continent. Un point que je relève moi très clairement dans vos deux interventions, c'est bien évidemment le dynamisme de l'Afrique et le fait en effet que, comme l'a très bien dit Fabrice Bonifay, qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs que celles qui ont été faites ces 300 dernières années sur le continent européen, en orientant très vite, très bien le développement de l'industrialisation, le développement des chaînes de valeur sur un fair New Deal, quelque chose qui soit justement responsable, soutenable et puis inclusif et durable. Pour poursuivre cette séquence introductive au sommet, cette séquence d'ouverture, je vous propose maintenant d'écouter les trois autres interventions un peu plus à la fois institutionnelles et aussi de la société civile, puisque nous avons le plaisir d'entendre maintenant trois acteurs très impliqués aussi autour de ces enjeux, et notamment celui de l'eau et celui des ODD. Je voudrais remercier l'audience ainsi que les membres du comité d'organisation pour l'accueil chaleureux et l'occasion de ce sommet sur l'engagement sociétal des entreprises. Et remercier les invités d'honneur pour leurs excellentes remarques d'ouverture. Je voudrais traiter 3 points en 5 minutes. D'abord, le premier, le choc causé par la COVID-19 ne doit pas être sous-estimé pour le développement de l'Afrique. Le COVID, jusqu'à aujourd'hui, nous observons effectivement un impact sanitaire relativement moins sévère sur le continent, mais par contre, il y a des mécanismes de transmission sur l'économie qui viennent de l'extérieur de l'Afrique qui affectent bien évidemment directement le continent. Effectivement, la plupart des pays africains font face à leur première récession en 25 ans. 41 pays africains sont rentrés en récession en 2020, contre seulement 11 en 2009, la crise précédente. 31 des pays moins avancés ont connu une baisse de leur PIB par habitant en 2020. Donc, le gouvernement africain doit faire face à la crise actuelle avec des ressources financières qui sont bien plus faibles qu'en 2009. Entre 2010 et 2018, les revenus antérieurs par habitant ont diminué en Afrique. Il y a un espace budgétaire traditionnellement limité. Dans les pays OCDE, à peu près 34,4% du PIB est payé en taxes. En Amérique latine, il s'agit de 23%. En Afrique, on est à 16,5% entre 2014 et 2018. Donc, les capacités, l'espace fiscal est petit. Même les envois de fonds des migrants ont baissé dans de nombreux cas, de 12% en moyenne en Afrique subsaharienne, où ces remises des migrants sont fondamentales. Par conséquent, l'attention à l'impact de choc dépendra de l'habilité des politiques de relance au niveau national, continental et international. Mon deuxième point est que ce relance aura besoin de façon indispensable de l'Afrique. Alors que le monde se remet de la crise du COVID-19, un New Deal pour le développement de l'Afrique devra étayer la coopération avec les partenaires publics et privés. Effectivement, l'Afrique reste un moteur important pour la reprise mondiale.
Avant la crise du Covid, la croissance annuelle du PIB de l'Afrique était de 4,2 par an à peu près, entre 2000 et 2018, et était la deuxième après celle de l'Asie, qui était à 6,2. Or, la demande intérieure en particulier en Afrique représentait 69% de la croissance du continent. C'est une donnée fondamentale parce qu'elle explique qu'il y a des mécanismes endogènes de croissance et tout le monde aura besoin de ces mécanismes parce que les locomotives de la croissance devront venir de l'Afrique, de l'Asie. Les pays OCDE, les pays d'Amérique latine, avant la crise du Covid, étaient faibles en croissance. Donc, il faut compter encore une fois sur les locomotives principales. Une approche multilatérale, ambitieuse et inclusive est nécessaire pour restaurer rapidement la dette de l'Afrique et aider le continent à se remettre en selle et avec ça, aider le globe à répartir. Mon troisième message est que la digitalisation peut représenter un outil fondamental dans cette reprise. Toutefois, il reste des axes principaux d'action à entreprendre. Le premier est le gap, la distance entre différentes régions et différents secteurs de la population quant aux dotations infrastructurelles en termes de digital. Effectivement, ce qu'on observe est que cette écart spatial fait qu'environ 73% des Africains continueront à vivre dans des villes intermédiaires et des zones rurales où seulement 17% de la population a 1 gigabyte de data, à peu près le temps qu'il faut pour faire une téléconférence, alors que dans d'autres continents, ce pourcentage arrive à 37%. En deuxième lieu, il faudra s'occuper de l'écart en termes de compétitivité. La digitalisation est portée par des entreprises qui travaillent directement dans le secteur, mais ces entreprises ont une capacité de création d'emplois limitée. En Afrique, il s'agit à peu près de 300 000 emplois. Or, l'offre de travail qui vient des jeunes cohortes qui rentrent dans la société est tous les ans de 9-10 millions. Donc, c'est évident que ce ne sera pas le secteur de pointe, autant indispensable, dans la digitalisation à offrir une solution. Il faudra plutôt penser à la dissémination de ces technologies auprès d'autres secteurs et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises. Cela demandera des financements, bien évidemment, mais pas seulement, demandera une forte coopération avec les entreprises donneurs d'ordre. Il demandera aussi des politiques publiques pour aider les petites entreprises à adopter des technologies qu'ils ne connaissent pas et donc ils ne tentent pas à utiliser. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler de ce qui a représenté en France et en Italie l'introduction des machines à contrôle numérique. Eh bien, on avait des mécaniciens extraordinaires, capables d'innover, très compétitifs, mais ils ne connaissaient pas l'informatique. Et donc, il a fallu disséminer cette connaissance auprès de toutes ces entreprises. Et à nouveau, on a le même problème aujourd'hui en Afrique et ailleurs concernant les petites et moyennes entreprises. En troisième lieu, il faut penser à un écart social. La protection sociale est très faible, les taux d'activité informelle sont très élevés. Or, si on ne résout pas le fait qu'il y a des quotas majoritaires de la population qui n'auront pas accès à une pension, à une couverture sociale, c'est évident que tout le système s'affaiblira. Et finalement, il faudra plus de politiques de coopération internationale. Notre chemin de coopération internationale a été défini il y a 60 ans pour un monde qui était différent. On a de nouveaux acteurs, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine. On a de nouveaux objectifs. Il ne s'agit pas seulement de croissance économique, il s'agit de bien-être. Et si on ne répond pas à ça, on a vu les rues des pays en développement se remplir de gens réclamant un juste traitement. Et enfin, il faudra aussi penser à de nouvelles modalités. On ne peut pas penser à une coopération qui est décidée seulement entre un numéro restreint de pays riches qui décident en tout et pour tout ce qu'il faut faire et comment pour les pays en développement. Voilà donc des priorités indispensables
dans lequel le secteur privé ne peut qu'être ensemble au secteur public, parce que si on veut produire un son comme ça, on a besoin de deux mains. Il n'y a pas le son produit par une seule main. Merci beaucoup. Distingués participants en vos rangs, qualités et titres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier Affectio Mutondi et plus particulièrement son président, M. Pierre Samuel Gage, de l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous lors de l'ouverture de cet important sommet sur l'engagement sociétal des entreprises. Ce sommet qui vise à développer des actions solidaires entre acteurs européens et africains vient à point nommé. En effet, l'Afrique attire aujourd'hui les attentions de beaucoup d'entreprises étrangères dont l'empreinte des activités sur les territoires pose souvent la lancinante question de la redistribution des biens et services au bénéfice des populations locales. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'atteinte des objectifs de développement durable nécessite en Afrique des approches innovantes de planification et une coordination globale et efficace, comme l'ambitionne l'agenda 2063 qui structure toutes les actions devant mener l'Afrique vers l'émergence durable. Le continent, dans sa grande diversité, rencontre des problèmes très variables, liés notamment à une urbanisation galopante, à des mouvements migratoires internes et externes, à une économie extravertie et aux effets des changements climatiques. L'Afrique demeure particulièrement vulnérable, d'où l'urgence de renforcer les investissements dans les infrastructures, de consolider et de partager les connaissances afin d'assurer un développement résilient, inclusif et durable. À cet égard, la Banque africaine de développement, dans sa stratégie décennale de développement économique et social du continent, promeut une croissance verte à travers la mise en œuvre de ces high five: éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Dans toutes ces actions, l'eau joue un rôle central et doit être au cœur de toutes les préoccupations. Il faut, du reste, souligner que depuis la résolution des Nations Unies du 28 juillet 2010, l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit humain fondamental et essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Mesdames et messieurs, au niveau du continent, il convient à cet égard de saluer la mise en œuvre de la vision africaine de l'eau 2025, portée par le Conseil des ministres africains de l'eau AMCAO, qui vise une utilisation et une gestion équitable et durable des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté, le développement socio-économique, la coopération régionale et la protection de l'environnement. Par ailleurs, la déclaration de Ngor sur l'assainissement et l'hygiène, adoptée le 27 mai 2015, constitue un engagement fort de l'AMCAO pour la réalisation de l'accès universel à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et durables d'ici 2030. Aujourd'hui, plusieurs pays africains, parmi lesquels le Sénégal, mettent en œuvre des politiques ambitieuses et innovantes dans le domaine de l'eau. Au niveau national, les efforts massifs d'investissement à travers le plan Sénégal émergent, grâce au partenariat public-privé, ont permis d'enregistrer un taux d'accès global
de 99% en milieu urbain et un taux d'accès amélioré global à l'eau potable en milieu rural de 92%. Ce sont là des résultats prometteurs qu'il faut renforcer et qui peuvent inspirer d'autres pays de l'Afrique. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater la parfaite convergence entre votre sommet et le 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal, avec le Conseil mondial de l'eau, organise au mois de mars 2022 à Dakar sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. L'ambition est d'organiser un forum efficace au niveau social, économique et politique. Un forum qui sera catalyseur d'action pour accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Et il serait souhaitable, à cet égard, que la mise en œuvre de la RSE à l'échelle du continent prenne en compte les 4 priorités du forum. Il s'agit notamment de renforcer la sécurité de l'eau et de l'assainissement, de favoriser la coopération, notamment dans la gestion des eaux transfrontalières, de développer, grâce à l'eau, les espaces ruraux, de renforcer les financements, la gouvernance, les connaissances et l'innovation au service de l'eau. Il me plaît de rappeler aussi la forte nécessité d'inscrire la RSE dans le cadre d'une action collective et collaborative de toutes les parties prenantes au service de l'eau, en vue d'assurer une croissance économique durable et inclusive au bénéfice de tous et de la protection de l'environnement. Je souhaite que nos échanges dans le cadre de ce sommet prennent bien en compte le caractère vital et la transversalité de l'eau, puisque l'actualité de la COVID-19 a démontré fortement le rôle central de l'eau dans la mise en place des stratégies de prévention, de lutte, mais surtout de renforcement de la résilience de nos sociétés. Je voudrais donc inviter tous les acteurs politiques, du secteur privé, de la société civile, du monde de la connaissance et de la recherche, d'unir leurs forces pour développer des partenariats afin de mener les actions appropriées pour relever les défis cruciaux de développement du continent. Je voudrais enfin vous convier à vous joindre aux efforts en cours pour contribuer à la réussite du 9e Forum mondial de l'eau, un forum qui sera celui des réponses concrètes afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement partout et pour tous, notamment en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'intervenir, même à distance, pour l'ouverture de ce sommet attendu RSE et ESS d'Africa Mutandi. Merci pour votre invitation sur un sujet au cœur de ma feuille de route internationale, le lien entre l'économie sociale et solidaire et les objectifs de développement durable que vous connaissez aussi bien que moi. Lien évident parce qu'il va de soi que le développement durable passe par le développement d'une économie plus sociale, plus solidaire. Je salue d'ailleurs mes homologues africains et européens qui participent à ce sommet. Il y a ceux que je connais déjà, il y a ceux que je ne connais pas encore. Je me réjouis de revoir les premiers, je me réjouis de voir les seconds. Ensemble, nous dépassons les frontières nationales pour bientôt dépasser les frontières de l'économie en renforçant ce qui est au cœur même de l'ADN de l'économie sociale et solidaire, les coopérations. Le renforcement de l'économie sociale à travers les pays et les marchés est vraiment un enjeu majeur de notre relance. Après plusieurs mois de crise sanitaire mondiale, de crise économique, nous n'en sommes plus au simple stade de l'alerte. Nous étions dans l'urgence climatique et sociale, nous sommes désormais dans l'absolue nécessité de faire évoluer nos modèles. Nous le savons, ce changement passe par une croissance plus inclusive. Inclusive au regard de notre planète et de nos populations qu'il faut regarder comme des composantes indispensables de notre croissance.
inclusive aussi à l'égard de nos voisins, qui ne sont pas un maillon dans la chaîne de valeur mondiale, mais la chaîne elle-même. Nous réussirons la transition ensemble ou nous échouerons ensemble, il n'y a pas d'alternative. Contrairement aux apparences, c'est ici un message résolument optimiste que je veux porter parce que je crois fermement que nous sommes capables de bâtir et de faire fructifier les coopérations entre les États et les acteurs de l'économie sociale. Renforcer les coopérations, promouvoir l'économie sociale, décliner l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, voici justement les objectifs de l'Alliance Pact for Impact que vous connaissez et que je conduis désormais depuis Bercy. Pact for Impact, c'est une alliance qui regroupe une cinquantaine de délégations nationales et internationales, plusieurs centaines d'acteurs de la société civile. Suite au G7 de 2019, consacré à la lutte contre les inégalités, le sommet se structure de jour en jour en une alliance internationale porteuse de solutions et permettant de mettre en lien les acteurs praticiens de cette économie sociale. Aujourd'hui, nous travaillons ardemment ici au secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, à la consolidation et à l'amplification de cette alliance. Je veux vraiment souligner combien les pays d'Afrique en sont un moteur essentiel. Et je crois même pouvoir dire que ce continent pourra bientôt annoncer sa propre initiative en la matière. Je suis d'ailleurs assez impatiente. C'est la suite logique d'une avance qu'elle doit à la fois à des gouvernements très engagés, mais également à une société civile particulièrement inspirée, mobilisée. C'est tout le sens de ce Pact for Impact qui ne peut réussir que s'il y a un constat partagé entre les acteurs du public au public, du privé au privé et du public au privé. Nous ne ferons pas la transition durable de notre modèle économique sans l'association étroite entre ces deux pivots de nos économies. C'est pourquoi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous appelle à rejoindre notre coalition, y partager vos bonnes pratiques, mais aussi vos attentes, vos doutes. Venez construire avec nous la coopération concrète qui est au fondement de la durabilité et de la solidarité. Merci pour votre attention. Merci à Pierre-Samuel Guedj pour son engagement sans faille au service du développement durable, au service de la coopération entre les peuples de tous les continents du monde pour une croissance économique certes ambitieuse, mais toujours plus juste, plus inclusive, plus sociale, plus solidaire et à très vite, je n'en doute pas, dans l'Alliance Pact for Impact. Voilà 3 interventions d'acteurs, encore une fois, à la fois institutionnelles ou représentants d'acteurs de la société civile ou de nouvelles formes de coalitions comme le Forum mondial de l'eau, qui est l'une des organisations non gouvernementales supranationales qui contribuent à fédérer les différents acteurs publics, privés et société civile dans la gestion des enjeux liés à l'ODD de l'eau. L'ODD 6, eau propre et assainissement. Ravi, bien évidemment, de les entendre et de pouvoir partager avec eux, avec vous plutôt, leur vision, leur perception et leur engagement. Je crois qu'on peut faire un petit tour de table avec Ronan et Denis, mais somme toute assez synthétique, finalement, puisque beaucoup de choses sont dites. Et nous sommes ravis de ce premier lancement. Ronan, Denis, si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas. Et puis ensuite, je pense qu'il sera temps de laisser le temps finalement au sommet de vivre sa vie sur les différents réseaux sociaux, canaux, télévision, puisqu'il y a une dynamique de multi-accès très très forte avec des pays hôtes qui ont su mobiliser leur télévision nationale pour diffuser en temps réel les différents panels qui sont organisés. Denis ou Ronan, parce que le micro de Denis est éteint. Oui, donc assez rapidement, et merci Pierre-Samuel pour cette initiative avec, je trouve, des interventions très très intéressantes ce matin à réécouter avec beaucoup d'attention. Moi, ce que je retiens notamment des dernières interventions, c'est un point sur lequel on insiste
jamais assez, qui est que l'avenir de l'Afrique appartient quand même d'abord aux Africains. Et mon vieil ami Abdoulaye Sen, que j'ai rencontré à Dakar aussi il y a quelques semaines, et avec qui on a mené beaucoup de négociations climat, lui au nom des régions, moi plus au nom des villes, là, je crois, redit. Ce qu'on attend aujourd'hui des Africains, c'est que ce soit eux qui mettent sur la table aussi les cadres de cette responsabilité sociétale des entreprises. Je crois que la réflexion est en cours. Il ne faut pas non plus en nier aujourd'hui les difficultés. Il y en a, des dialogues compliqués avec aussi les diversités des sociétés civiles africaines. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on soit lénifiant dans nos propos. Il y a quand même toujours des difficultés, mais c'est bien la responsabilité des Africains sur l'engagement sociétal de leurs entreprises et des cadres qu'ils mettent pour des entreprises avec des capitaux étrangers. Ça, je crois que c'est important de le dire. Ensuite, puisqu'on a parlé coalition, juste à la fin, je crois qu'il faut insister sur un point qui est qu'on est tous convaincus, et c'est même l'ADN de Climate Change depuis notre premier sommet en 2015 à Lyon, qu'il faut travailler en coalition, c'est-à-dire sortir des silos avec des acteurs différents qui travaillent ensemble, les États, évidemment, dont le rôle reste clé, qui fournissent les cadres, le monde économique, les collectivités territoriales qui ont un rôle absolument essentiel à jouer. C'est mon histoire, mais je ne change pas d'avis après toutes ces décennies, comme tu l'as dit gentiment tout à l'heure, et les sociétés civiles. Donc, ces coalitions sont absolument nécessaires, avec là aussi des coalitions internationales où il y a à la fois des acteurs africains, des acteurs européens et d'autres continents, et tous les bailleurs internationaux. La finance reste quand même un enjeu majeur. L'accès à la finance reste un enjeu majeur. Et notamment, on en parlait tout à l'heure avec le directeur de l'OCDE, cette question demain des retraites des salariés et travailleurs africains et la capacité d'utiliser ces cotisations aussi pour irriguer l'économie africaine fait partie, par exemple, des questions qui sont extrêmement intéressantes et qui devraient être plus sur la table. Et donc, à partir de là, il faut renforcer les coalitions. Moi, je suis toujours frappé, et c'est le rôle que vous donnez Climate Change en Afrique, par le fait que finalement, l'information circule peu, les gens ne se voient pas assez. Alors, bien sûr, il y a le Covid, mais globalement, les gens ne se voient pas assez pour discuter ensemble. Et merci pour ton initiative, pour justement monter des projets, s'inspirer des réussites et des échecs et des expériences dans d'autres endroits, et que ça, il faut le renforcer. Et puis, et du coup, tu me vois conclure évidemment mon propos en vous donnant aussi rendez-vous pour le sommet sur la mobilité et le climat que nous allons organiser à Dakar, sommet annuel Climate Change, qui est un peu la pré-COP africaine du climat, mais que nous faisons avec un angle mobilité avec Codatu et le CETUB cette année. On a besoin de renforcer les coalitions. On a besoin que ces coalitions aient aussi des feuilles de route précises, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas juste à se rencontrer histoire de discuter, mais que derrière, on a des objectifs. C'est ce qu'on aura sur la mobilité, sur l'accès au financement ou sur les liens climat-biodiversité qui sont des enjeux majeurs aujourd'hui. Donc, c'est du 13 au 17 septembre à Dakar, en espérant évidemment qu'on n'ait pas un problème lié au Covid, parce qu'il faut qu'on discute plus, qu'on échange plus, qu'on monte plus de projets ensemble. Je crois que à travers l'intervention de la BEI aussi, on voit bien qu'il y a de l'argent disponible pour soutenir des projets, mais il faut que ces projets soient robustes, soient plus nombreux et émergent plus. Donc ça sera le sens du sommet de Dakar. Et comme je parlais de Covid, peut-être en mot de conclusion aussi, puisque la santé fait partie des grands ODD, ça il ne faut pas l'oublier, et étant très engagé toujours dans les négociations internationales sur le climat, pour moi, il y a quand même un point essentiel de l'agenda des prochaines semaines et des prises de conscience, c'est qu'on ne va pas pouvoir demander au continent africain finalement d'être un des acteurs sur le climat et un des acteurs bénéfiques sur le climat, si par ailleurs on est dans ce scandale absolu qui est le non-accès au vaccin aujourd'hui pour le continent africain, au-delà de quelques millions de doses disponibles. Ça fait partie
de la régulation mondiale dont nous avons besoin. La santé est aussi un ODD. Si on ne répond pas à cette question, et la situation en Afrique du Sud notamment est totalement catastrophique aujourd'hui, et sans les doses nécessaires pour y répondre, si on ne répond pas à cette question, tout ce qu'on est en train de se dire sera balayé par la montée aussi d'une aigreur et d'un sentiment de révolte. Ça, c'est un point essentiel dont vous devrez discuter pendant ces 2 jours. Mais encore merci pour l'initiative. C'est prévu tout à fait. Et je ferai justement la passerelle, notamment avec la séquence de clôture. Mais Denis, un mot avec le micro allumé. Ouais, super. Non, on n'a pas. Denis, on ne t'a pas. Voilà. Oui. C'est parfait, voilà. Voilà, mais excusez-moi, j'avais oublié. Je voudrais saluer l'organisation de ce sommet pour l'engagement sociétal des entreprises, parce que, en fait, ça permet de révéler la multiplicité des initiatives qui existent, qui sont tant africaines, européennes ou francophones, et qui doivent être soutenues. Et à mon sens, il faut tout faire, parce qu'on en souffre beaucoup, pour générer des synergies entre ces initiatives. Parce que souvent, ces initiatives peuvent être rentrer dans des logiques de concurrence entre organisations et entre actions, et qui ne sont pas du tout productives et qui sont plutôt néfastes vis-à-vis de nos partenaires africains. Je rappelle que nos partenaires africains ont besoin de nous, ont vraiment besoin de nous, parce qu'ils doivent être soutenus par rapport à la relance nécessaire pour l'après-Covid, et qu'ils doivent être soutenus pour qu'on puisse les guider ou les accompagner plutôt que les guider dans la marche vers les objectifs du développement durable, la transition écologique et numérique, et tout ce qui est inclusion, autonomisation des femmes. Donc, ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne. Que le secteur privé, d'ailleurs, puisse intervenir de manière plus importante avec le soutien des institutions est tout à fait nécessaire. Nous croyons beaucoup que le développement africain, le développement des partenariats entre l'Afrique et l'Europe et avec le monde francophone est fondé sur le secteur privé, fondé sur les entreprises, et que nous devons orienter le secteur privé et les entreprises sur le chemin vertueux des objectifs du développement durable. Voilà, je vous remercie. Je te remercie en particulier, Pierre Samuel. Je remercie tous les participants et intervenants pour toutes les informations qu'ils ont bien voulu partager. Merci à vous deux aussi, non seulement co-organisateurs, mais surtout porteurs de démarches, d'initiatives, de coalitions et d'impact. Voilà, puisque c'est véritablement ce qui nous guide tous. Nous, notre impact est plus dans la coordination au bout du compte, et dans à la fois le faire connaître, le faire savoir et le faire mobiliser. Mais voilà, je vous donne maintenant rendez-vous pour ces 2 jours avec des panels extrêmement intéressants, et notamment, je pense, au panel sur le temps de l'essentiel qui va se dérouler au Burkina Faso, le temps de l'exigence qui sera ouvert par Franck Riester et qui portera justement sur l'exigence, ce facteur de préférence, notamment dans le choix et dans la durabilité des choses et dans la résilience des choses. Le temps de la prospérité partagée avec le Gabon, qui s'annonce être un débat riche. Le temps de l'inclusion qui se déroulera à Lomé, au Togo, avec une intro sur la vision portée par Madame la ministre Myriam Dossou d'Almeida. Le temps de l'innovation sociétale et de l'articulation justement des acteurs autour de ces recherches d'impact, et notamment de la mobilisation de la RSE et de la responsabilité sociétale et de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et vous retrouverez d'ailleurs M. Abdoulaye Sène qui y parlera justement de ces sujets-là. Et enfin, le temps de l'engagement qui se déroulera depuis Paris et qui annoncera une clôture. Pour précision, entre les panels télévisés, puisque
encore une fois, cette spécificité, c'est de se retrouver aussi pour un certain nombre sur les différentes chaînes africaines et donc sur le bouquet de Canal+ Africa, à destination notamment de l'ensemble des communautés de diaspora qui peuvent donc à travers cela le suivre, mais aussi à travers les réseaux sociaux et les sites internet. Il y aura donc des interviews, des entretiens, des grands entretiens avec des acteurs qui portent des sujets, des expressions d'engagement d'acteurs, version plus courte et plus sharp pour justement mieux partager, et une clôture autour toujours de cette communauté Africa Mutandi, avec notamment les représentants de Women in Africa, de santé en entreprise, qui parlera justement de cette coalition forte à impact sur ces enjeux, sur ces sujets que vous venez d'évoquer, et d'autres acteurs, je pense aussi comme Simplon, membre de la communauté qui travaille beaucoup sur l'inclusion numérique, et Ashoka, bien évidemment, qui est l'une des grandes organisations qui porte l'économie sociale et solidaire en Afrique, et en Europe également, et à travers le monde. Voilà, je crois que tout est dit, l'essentiel est partagé. Je vous encourage maintenant à suivre sur le site, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, les différents temps forts qui seront également accessibles sur le programme. Je vous remercie à tous, je remercie à mes deux compères de lancement, Ronan et Denis, tous acteurs, et je vous souhaite un très bon sommet. Merci.